Manu, t'avais une blague? Et on tourne les serviettes. Ok, bon, c'est toujours autant de la merde. Merci Manu, c'est cool. Et il promet ce podcast. Et bonjour, salut à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de La Grange Ciné. Salut Manu. Ciao, salut. Ça va? Ouais, toi? Bah écoute, ouais, ça va. Bonne année à tous, on vous dit bonne année parce que c'est le retour du podcast de La Grange. Podcast, ça est parti, édition 2023. Effectivement, on va essayer de reprendre les podcasts de manière un peu plus régulière parce que il y a encore beaucoup de films. Ben voilà, c'est 2023, donc c'est encore plein de films à regarder, plein de films à parler, à discuter, à débattre dans La Grange. Et puis, mais avant de s'attaquer à ce qui va se passer pour 2023, on va peut-être faire une petite rétrospective sur l'année 2022 en cinéma. On s'est dit que pourquoi pas revenir un petit peu sur les choses qu'on a plus ou moins retenues, kiffé, peut-être moins kiffé en gros de la planète cinéma 2022. Donc on va peut-être pas trop l'appeler grossièrement un top et flop, mais en tout cas on a retenu des films. Et on va en parler, on va retenir un petit peu ce qu'on a plus ou moins aimé dans le cinéma de 2022, et puis après débattre un peu pour se dire est-ce que ça a été une bonne année, est-ce que ça a été une mauvaise année cinéma en fait 2022. Et réponse peut-être dans La Grange Cinéma. Bienvenue, installez-vous confortablement, je fais mon petit côté ASMR. Profitez. On est toujours en podcast, donc abonnez-vous podcast La Grange Ciné. On est sur tous les sites de podcast et on remet les épisodes de podcast aussi sur la chaîne YouTube La Grange Ciné, plus les réseaux sociaux pour abonnez-vous aussi aux réseaux sociaux Facebook c'est dur, voilà, ça dure la reprise, Facebook et Twitter. Du coup on va essayer d'être un peu plus assidus pour mettre aussi de l'actualité sur ce qu'on va faire, sur les prochains épisodes, des idées de thèmes, etc. Mais là on va parler rétrospective 2022. Donc, est-ce que toi, Manu, tiens, je te pose la question. Est-ce que pour toi, 2022, ça a été une bonne année cinéma pour toi? Est-ce que tu as kiffé l'année 2022 au cinéma? Alors, si j'avais pas regardé dans les films sortis en 2022 pour me remettre un peu dans là-dedans, bonne. Franchement, j'en aurais pas forcément retiré énormément de choses. Ouais. À part peut-être aussi le film qu'on a parlé Avatar quoi, qui est quand même finalement le film événement un peu de 2022, en tout cas qui a bien clôturé 2022 effectivement, et ça fait quand même plaisir parce que personnellement moi je trouve après je sais pas si c'est moi qui suis chiant ou je sais pas, est-ce qu'on se fait vieux, est-ce que il y a plein de trucs qui te à chaque fois il y a sûrement un peu de ça aussi, mais je suis à chaque fois attristé de chaque année. J'ai l'impression que c'est peut-être pas pire, mais on en oublie presque des notions de cinéma. Enfin, le côté rêve, moi, ce que je recherchais, le côté un peu rêve, émotion, le côté vraiment assez waouh quand t'allais voir un film. J'ai l'impression que il est de moins en moins là, et que 2022 ne déroge pas à la règle. C'est encore une année très bof en fait. À part 2-3, moi j'ai noté 2-3 films voilà, qui sont vraiment restés et puis que je pourrais remater, et puis voilà, mais sinon pour le reste c'est un peu la déception encore une fois, même si je m'attendais à pas grand chose quoi. C'est un peu le but de Stop, du coup c'est aussi nous comment dire, de ressortir finir plus optimiste en fait. Finalement il y a pas eu si mal de choses. C'est vrai, c'est vrai, parce que si tu réfléchis peut-être comme ça, tu dis en fait 2022 il y avait rien, et si tu regardes un peu dans le détail. En tout cas, moi, j'en ai retrouvé quand même plusieurs films, dont aussi certaines déceptions, mais plusieurs films que j'ai bien aimés quand même. Alors du coup, je te propose qu'on va se faire peut-être aller est-ce qu'on pourrait se faire vulgairement un petit top 3, top 4, top 3 des films qu'on aurait retenu. Toi, t'avais refait aussi une liste de films, là, un film en tout cas là, que t'aurais retenu 2022, que t'as aimé. Si on fait une sorte de petit top 3 un peu comme ça à l'arrache, disons que celui que je mettrais dans ce top, je dirais celui qui m'est venu en premier, c'est The Batman. The Batman, ouais. Alors The Batman, c'est celui avec le Robert Pattinson. Ouais. Une nouvelle adaptation du Batman. Qu'on en avait parlé. On en avait fait un épisode, on avait fait un épisode. Que toi t'avais pas aimé, et Xavier non plus, et moi j'avais bien aimé, et ça m'est resté finalement, tu sais, parce que t'as des films, tu peux les aimer sur le moment, et puis finalement il t'en reste pas grand chose. Et là pour le coup il m'est resté, j'ai des images en tête, l'ambiance, etc. Et je l'ai pas revu encore, mais j'ai envie de le revoir.
Ouais. Donc, alors je vais pas refaire ce qu'on avait dit, enfin ce qu'on pensait du film puisqu'on a fait un épisode. Mais ouais, pour moi c'était un peu 2022 comme ça. Tu me demandais le premier film que j'aurais pensé, c'était ça. Ouais, The Batman. Ouais, je trouve que justement, je trouve que ce film, c'est un peu justement l'exemple de ce que j'essaie de dire un peu avant sur le côté. C'est la raison pour laquelle tu détestes 2022. Ah oui. Moi, c'est la raison pour laquelle je l'adore. Oui, ce film est responsable de cette merdique année comme on a vu. Non, mais c'est pour être un peu plus sérieux, parce que parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais La Grange de Ciné, c'est une émission sérieuse avec des gens très sérieux, comme vous voyez, vos humbles serviteurs. Hein. On est toujours très sérieux dans La Grange, même si on adore défoncer sur ce Batman, enfin surtout moi. Non, mais moi, je trouve que justement, c'est un film, je trouve, assez symptomatique, pour reprendre la phrase de Yannick Dahan. C'est très symptomatique de notre époque. En tout cas, de ce paysage un peu cinéma vraiment tristounet et je trouve un peu inspiré, en fait, à tous les niveaux de fabrication d'un film, je trouve. C'est l'exemple même d'un film qui se devait être, du coup, un film comme un grand spectacle. C'est un film qui a coûté cher, c'est considéré comme un blockbuster, c'est censé être le genre de film qui faisait remplir les salles, en tout cas qui participe aussi au retour normalement des gens dans les salles, comme a été d'autres gros films comme le dernier James Bond, comme Top Gun Maverick, enfin voilà, des gros films. Et moi en plus j'adore Batman, donc je me suis dit franchement il y a tous les ingrédients pour me dire putain vas-y propose-moi un truc waouh, et puis qui me fasse un peu un kiff d'enfant, tu vois, au premier degré. Non, après je trouve que tu peux pas dire qu'il n'y a pas de proposition. Tu l'aimes peut-être pas parce qu'elle a un certain style et un certain angle, mais la proposition elle est là, moi je trouve. Justement, moi je trouve que c'est très paresseux un peu en tout, quoi. Ça reprend un petit peu des codes un peu vus et revus un peu partout pour poser des bases, pour tout de suite appâter le spectateur, pour rassurer en disant voilà, on vous montre tout de suite un peu quelle est la tenue du film, pour que vous sachiez exactement ce que vous regardez, mais il n'y a rien qui est développé. Une fois que les bases sont posées, on te dit ça va être un film noir, ça va être un truc un peu plus penché sur le côté un peu très introverti et torturé du personnage de Bruce Wayne. On va explorer un Gotham City beaucoup plus crasseux, sombre et poisseux. Bon, ok, d'accord, moi je veux bien, tu me vends ça, ok. Alors vas-y, montre-le-moi dans le film en quoi il y a tout ça. Et je trouve que dans ce film, il y a rien qui est poussé jusqu'au bout. Il y a vraiment, je trouve, je sais pas si c'est de la fainéantise ou du manque de talent ou du manque d'envie, mais je trouve que c'est un film qui propose rien vraiment réjouissant. Enfin, c'est long, il n'y a pas grand chose qui se passe, les personnages sont plus sur des postures, des regards pour faire l'effet waouh et faire l'affiche ou faire la capture d'écran sur Twitter, et puis c'est tout. Mais entre ces pauses-là, il se passe pas grand chose, quoi. Même en termes d'action, putain, c'est vachement déceptif. Moi, je m'attendais à des trucs un peu plus waouh, parce que Batman est quand même un personnage, est quand même un super-héros. Alors on veut bien, qu'est-ce que c'est qu'un super-héros, mais moi ce que j'attends quand même d'un super-héros, il peut être torturé, il peut être humain, il peut avoir des failles, ce que tu veux, je suis d'accord, mais en contrepartie, montre-moi que c'est un super-héros, montre-moi qu'il est un peu au-dessus des autres et qu'il peut proposer des choses assez waouh, et puis ça, je l'ai pas eu non plus, quoi. Ouais, en fait, moi, tout ce que t'as dit là, c'est ce que j'aime bien. C'est vrai, revenez. Non, mais c'est vrai qu'on en a passé. Pour dire vite, c'est vrai qu'il y a un peu de ça, c'est que j'aime bien que ce soit pas un film de super-héros, justement. J'aime bien le rapprochement avec des films noirs, un peu à la Seven, cette ambiance poisseuse, cette ambiance surtout film policier, finalement, oui. Enquête. Mais ça, je suis bien. Donc moi, c'est vrai que dans ce genre de film, j'ai peut-être moins d'attente que toi. Et donc, moi, je le vois comme un film qui... Enfin, tu vois, je le vois pas comme un ensemble ou comme il y a eu des choses avant et qu'il faudrait que ça soit... respectueux, mais je comprends tout à fait, mais moi je suis pas, du coup, par rapport à ce genre de film, j'ai pas la même attente, donc moi j'ai vraiment vu un truc un peu différent, par exemple quand même plus poussé que ce que pouvait faire Christopher Nolan avec, puisque c'est lui qui a un peu commencé avec ce style sombre. Ah, t'as trouvé que il y avait des choses plus poussées et des propositions pour moi le style est plus radical. Puisque finalement il y a enfin même en termes c'est vrai que j'aimais bien l'ambiance, donc j'aimais bien l'image aussi, et je trouve qu'il y avait des propositions cool, quoi, mais je sais que toi t'avais plus de peine avec ça, cette image un peu sale.
Bah en fait non, moi si tu veux l'image sale, crasseux, moi je suis d'accord. À part ça, ça m'a fait plaisir quand au début du film retrouver un Gotham City crasseux sous la pluie, pour retrouver un petit peu ce qu'on avait vu dans le premier de Nolan, le Batman Begins, où il y avait déjà cette atmosphère là assez poisseuse. Même dans la série animée ou même dans les films de Tim Burton, il y avait ce côté avec les ruelles sombres, dégueulasses, tu vois, qui renforçait l'aspect corrompu et puis criminel de cette ville. Et je veux bien le côté enquête, oui, je suis d'accord. Hein. Batman, c'est censé être un détective, c'est un des plus grands détectives normalement. Il est censé être super finot, super intelligent. Et même ça, je trouve que dans The Batman, on le voit pas trop. C'est comme si tu suivais un escape game fléché, tu vois. Il y a tout qui. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a rien de vraiment waouh. Et puis. Et autant, même si je supporte pas, je trouve pas que ceux de Christopher Nolan, ce soit à mon sens les meilleures adaptations de Batman, mais elles avaient le mérite d'avoir des scènes quand même waouh dans chaque film, même plusieurs scènes waouh dans chaque film, des personnages qui te restent, et à mon avis qui vont rester, parce que je trouve qu'ils ont été bien traités, bien amenés, qu'il y avait des bonnes scènes, des bonnes répliques au bon moment, parce que Nolan, il sait quand même tenir une caméra, il sait quand même faire un film, il sait quand même poser des personnages, et même si c'est pas le plus fort niveau dialogue et niveau émotion, je trouve qu'il a laissé plus de choses mémorables et plus des choses super héroïques, même si c'est très réaliste, hein, il a imposé un style très ancré dans la réalité. Je trouve qu'il a quand même, il a quand même laissé des choses. Là où The Batman, je trouve que c'est vraiment, il va laisser plus une empreinte de style de l'effet d'un tweet plus que l'effet d'un film qui va traverser les années. Je pense qu'il a déjà été oublié, ce film The Batman, et je me donne pas cher de sa peau pour les années à venir dans ce qui va rester tu vas voir dans 20 ans, il y aura encore les mêmes geeks que nous, les mêmes geeks plus tard, qui vont refaire les tops des Batman qui ont marqué, ils vont refaire les classements, et je serais très curieux de voir à quel classement finalement va être mis The Batman, quoi. Bon, donc voilà, vous l'aurez compris, la haine n'a pas mais à part ça, c'est intéressant parce que ça après là on peut encore surtout qu'on en avait discuté, donc je pense qu'on peut renvoyer les gens à écouter le podcast parce qu'on en avait discuté en long, large, oui, c'est vrai qu'on s'est un peu emballé, enfin surtout moi, hein, je m'excuse, je suis désolé, hein, Manu, hein, je t'ai agressé pendant tout cet épisode, mais non, mais ça soulève de bonnes questions en fait, pour se dire en fait qu'est-ce qu'on attend d'un truc de super-héros, qu'est-ce on en fait quoi, et ce film pose peut-être aussi ces bonnes questions là. Moi j'aurais préféré qu'il foute la paix à Batman et puis qu'il développe un vrai film je sais pas, d'enquête et tout ça, mais dans ce cas n'allez pas faire chier Batman et puis de le ramener à un truc où il se passe rien. Faites un film sans forcément Batman dans ce cas là, donc voilà, ça c'était ton top 3, enfin ton troisième top 3. Ouais, je dirais ça. Ouais, et puis toi? Alors là, mon top 3, je mettrais Ambulance de Michael Bay. On n'en a pas fait de podcast dessus, hein, sur Ambulance. Non, parce que malheureusement, je ne l'ai pas vu encore. Ah, tu l'as pas vu encore? Ah, alors là, ça fait là. Alors, c'était un gros coup de cœur. Parce que, je pense qu'on est... même si on a des goûts différents, tu vois, en termes de cinéma, enfin, au niveau des genres et tout ça, il y a des genres, des fois, sur lesquels on colle assez, c'est sur aussi les films d'action et sur les bons films d'action, quand ils sont bien faits. Et on sait qu'on a beaucoup aimé beaucoup de films d'action qui sont restés cultes, hein. Et puis, je trouve que les films d'action, c'est l'action pure et comment filmer l'action et comment faire des choses fun avec de l'action, je trouve que c'est un peu perdu là aussi avec les années. Donc The Ambulance de Michael Bay. Donc tu suis Jack Gyllenhaal et puis son frère, je sais plus le nom de l'acteur, qui se mettent à faire un braquage. C'est un braquage à LA qui tourne mal, s'ensuit une course-poursuite pendant tout le film contre la police de LA, et puis tu suis un petit peu les péripéties. Ils braquent une ambulance et puis ils essaient de s'enfuir et d'échapper aux flics avec l'ambulance. Et là tu suis toute une course effrénée à la GTA dans les rues de Los Angeles. C'est important de le souligner parce que j'ai trouvé que de moins en moins, en fait, tu vois, les films d'action sont tournés, tu vois, à LA ou New York, où t'as plus l'impression que maintenant ils ont tous été tournés en Europe de l'Est pour des questions de coût, hein, parce que c'est moins cher de les tourner là-bas. Et là, du coup, putain, t'as un retour à LA. En plus, je trouve que Michael Bay, il a une façon de filmer LA, t'y es, quoi. Alors il arrive. Et c'est là que le côté clipart, publiciste marche super bien parce qu'il te fait les images. C'est peut-être une voire deux images à la suite, tu vois, sur des plans très iconiques de ce qu'est LA. Alors des fois il s'attarde sur un tag sur un mur, sur, tu sais, les baskets de dealers, là, les baskets qu'on accroche qu'on pendouille, tu vois, sur les autres, des petits plans comme ça qui font la transition entre les vraies scènes. Et puis c'est ce qui marche. Donc je trouve qu'il y a une immersion déjà de LA.
Les personnages, je trouve, sont super attachants parce que ils ont des vraies choses à dire, mais malgré tout, tu vois, tu peux croire. Ça peut paraître assez irréel de dire ça venant d'un film de Michael Bay, mais ils ont vraiment des choses à dire dans le sens. Oui, tu sens que c'est des gars de la rue, c'est des gars, tu vois, qui disent des choses un peu que tu peux sembler sain, mais je trouve que tout ce qu'ils disent, en fait, c'est vrai, t'y crois. Enfin, t'y crois dans leurs échanges, t'y crois quand ils s'énervent, quand ils sortent une blague. Enfin, je trouve que le personnage de Jack Gyllenhaal est juste génial, quoi. C'est est super attachant, et puis s'ensuit. Mais c'est fun ou bien c'est fun. C'est comme c'est Michael Bay, j'imagine qu'il y a un côté jouissif. Oui, c'est fun, c'est jouissif, ça fait plaisir. Moi, moi, pendant ce film au cinéma, j'avais l'impression d'être revenu. J'étais un gosse. T'avais le petit sourire de gosse sur les courses-poursuites. Alors effectivement, ça va à fond la caisse, ça destroy du décor. Tu suis les hélicoptères, tu vois, t'as des plans d'hélicoptères dans LA, tu vois, qui essaient de suivre les bagnoles. T'as même des effets, des plans au drone qui essaient justement de suivre, qui reprennent de la hauteur, et puis à un moment donné tu sens qu'il panote pour chercher la bagnole où il est. T'as des drones qui passent aussi sous des éléments, qui reviennent, qui repassent par-dessus la bagnole. Enfin, t'as des plans quand même assez de fous au niveau de l'action. Et puis c'est drôle, il y a une scène, puis il arrive très bien, et ça c'est Michael Bay, à mêler l'humour et puis à des choses complètement assez grossières. Enfin, mais donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu comme moi, c'est quoi le truc qui t'a donné, ou comment tu donnerais envie C'est quoi l'élément, le truc le plus cool? C'est de l'action, c'est quoi? C'est de l'action mêlée à des personnages super attachants. Ça s'arrête pas pendant les 2 heures de film. T'as le truc du drone, il y a beaucoup de drones. Il y a beaucoup de plans. Il y a pas tant de plans au drone, mais il participe. Du coup, on sent qu'il a fait des essais. Il a testé, tiens, est-ce que je pourrais faire un plan comme ça, voir ce que ça marche. Et pour beaucoup de situations, ça marche. C'est de l'action, si tu veux, t'y crois du début à la fin. Par exemple, toi, moi j'avais adoré, j'avais bien aimé, étonnamment, parce que j'aime pas toujours Michael Bay, au début, même plutôt pas, mais récemment j'aime mieux qu'avant. Six Underground, moi j'avais beaucoup aimé. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Toi, tu trouves que c'est je trouve que c'est beaucoup mieux. Il y a un retour au bon film d'action des années fin 90. Début 2000. Okay. Tu pourrais y retrouver des séquences d'action à la Bad Boys, avec l'humour un peu à la Bad Boys. Il y a un côté un peu retour à ça. Un film d'action qu'il a créé, style qu'il a créé. C'est du pur Michael Bay. Faut aimer Michael Bay, ça c'est clair. Mais si vous aimez Michael Bay, et si vous êtes un peu nostalgique de ces films d'action à l'époque qui nous faisaient triper, qui étaient certes peut-être bourrins, mais au moins qui était vivant. C'est un film vivant et humain, où tu sens l'humanité, là où t'as l'impression que les autres films d'action, t'as l'impression que c'est des robots, c'est des IA qui parlent, qui n'ont rien à se dire. Je pense là où je me suis ennuyé ferme devant les John Wick, parce que tu vois, c'est une succession de chorégraphies très léchées, mais du coup qui véhiculent rien. Là, je sais pas, c'est drôle, tu te marres, ils doivent opérer un mec en bagnole pendant qu'ils sont en course-poursuite. C'est super drôle, c'est fun. C'est bien filmé. Bon, alors après, c'est caméra shaky cam, il y a de la shaky cam, ça se coud, mais ça m'a pas dérangé tant que ça. Et puis, vous retrouverez cette âme d'enfant, ou même, tu vois, où tu faisais toi-même tes courses-poursuites avec les bagnoles, tu sais, quand t'étais gosse, des trucs. C'est très premier degré, mais ça fait un bien fou. Ok, en tout cas, tu me l'avais déjà vendu, et c'est vrai que j'ai juste pas eu le temps de le voir encore, mais c'est décomplexé, c'est le mec qui se prend pas la tête, envie, il se prend pas la tête, ça franchement. Ouais. Donc voilà, ça c'est en tout cas voilà, un des films vraiment coup de cœur de 2023 que je retiens. Ok, moi pour la suite, alors j'ai dans un autre style, et je sais même pas parce qu'on en a pas parlé, mais moi j'ai bien aimé Licorice Pizza. Ah oui, ça je l'ai pas vu de Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, ouais. Moi j'adore Paul Thomas Anderson depuis le début, depuis longtemps aussi, depuis ses premiers films, et en fait celui-là, alors je le mettrai pas dans les meilleurs films de Paul Thomas Anderson, mais en tout cas de 2022, parce que c'est je mettrai en numéro 2, on va dire, de mon top, parce que je trouve qu'il y a ce truc que j'aime bien et que je retrouve un peu aussi chez Tarantino, dans Once Upon a Time in Hollywood. Ouais. C'est ce côté vraiment tranche de vie et surtout d'une époque que j'aime bien.
Et j'aime bien me retrouver dans cette époque, le temps d'un film, tu sais. Parce que c'est quoi le pitch du coup de quoi ça parle le film? Moi en plus je l'ai pas suis vu. Nul pour les pitchs et en plus je l'ai vu il y a longtemps. Enfin, il y a un petit moment déjà. Mais en gros, c'est un jeune gamin qui est interprété par le fils de Philip Seymour Hoffman, qui jouait déjà souvent pour Paul Thomas Anderson, qui tombe amoureux d'une fille un peu plus âgée. Et puis donc c'est dans les années 60 et en fait c'est un peu leur donc elle veut pas trop de lui à première vue et c'est un peu leur histoire d'amour mais c'est surtout un film de décor, j'ai envie de dire, puisque tout se passe dans le Los Angeles des années 60. Donc t'es plongé, immergé, ça il a fait une bonne retranscription de l'époque et puis de la ville, on est immergé dedans. Bah franchement ouais, moi j'aime bien et puis t'as ces petites... Alors déjà les acteurs sont excellents quoi, c'est vraiment souvent chez Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson c'est le réalisateur de Magnolia par exemple. Oui. Plus récemment il y avait eu The Master. Il y avait eu There Will Be Blood, qui pour moi est son chef-d'œuvre. Ah oui, ouais. Je crois qu'en fait, c'est un peu la honte, je crois que c'est le seul film que j'ai vu de lui. There Will Be Blood, j'ai adoré, qui le plus connu avec Magnolia, qui était un peu avant avec Tom Cruise et plein d'autres acteurs. Parce qu'avant, il faisait vraiment ces films de choral, je veux dire, où il y avait plusieurs personnages. Oui. Et Magnolia, c'est un peu l'apothéose de ça. Et il y avait et puis et là il y a ce film qui est un petit film en fait, mais souvent maintenant j'ai l'impression qu'il y a un peu une je sais pas si c'est une mode, mais ou alors si c'est l'âge aussi des réalisateurs, mais Tarantino qui faisait des grands films aussi avec une ampleur quand même et tout, que j'adorais. Très marqué de genre et puis peut-être très rentre dedans, un peu plus démonstratif, là où après ces films il a essayé des choses un peu plus, des thèmes peut-être un peu plus intimistes, un peu plus réfléchis, moins dans le divertissement peut-être, il s'autorise entre guillemets si on veut être un peu vulgaire. C'est ça, je suis tout à fait d'accord, ça devient des... Enfin, c'est bien sûr que c'est des auteurs, mais il y a le côté un peu cinéma d'auteur, tu vois, qu'on comprend comme ça. Je trouve que Once Upon a Time, c'est le bon exemple pour Tarantino. C'est comme la chercher un petit peu. Qu'est-ce qui se passe dans Once Upon a Time? T'es juste avec un acteur et sa doublure pendant 3 heures. Oui, il n'y a pas un gros fil rouge scénaristique. Il n'y a pas une intrigue, c'est pas un thriller, il n'y a pas quelque chose que tu dois suivre. Alors, t'as la sous-intrigue avec Charles Manson et sa troupe. Mais qui est en plus qui est un peu de côté quoi. Ouais, mais ça fait plus film témoin. Ouais, c'est ça. Film témoin d'une époque. Donc on prend ce personnage-là, qui sont les personnages qui ont vécu à cette époque-là, à cet endroit-là. Et il y avait les acteurs, il y avait les hippies, puis tu traites un peu de tout en fait, ce qui fait que c'est pas un film doc, mais c'est un film je sais pas comment on peut appeler ça, mais un film témoin. Un film de ce qui se passe. Ou un film qui rappelle certainement la jeunesse de Tarantino, comme de Anderson aussi. Oui, ce qu'il a fait peut-être renaître aussi l'amour du cinéma. Tu sens que c'est un peu... Enfin, plus dans Once Upon a Time, mais puisque l'autre, le Paul Thomas Anderson, c'est plus des scénettes. Vas-y, dis le titre du film. Licorice Pizza. Licorice Pizza, c'est chouette, c'est bien joué. Et puis, donc voilà, il y a une bonne scène aussi assez marrante. Ça varie d'ailleurs, en fait, le ton est assez léger, hein, c'est pas un drame du tout. Alors peut-être que, ceux qui... On peut se faire chier, hein, peut-être. Mais moi, j'ai vraiment bien aimé. Super BO, hein, comme d'hab. Moi, j'adore ça, ces films. Il y a certains réalisateurs que je vais même aussi par curiosité pour la BO. Ouais. À l'époque, il y avait Tarantino. Enfin, toujours maintenant, il y avait Tarantino. Parce que là, c'est un compositeur ou alors c'est un mélange, c'est un pêle-mêle de... c'est un jukebox des musiques de l'époque. C'est comme Tarantino quand t'allais voir. Encore maintenant, hein, même Once Upon a Time. Ah oui, moi, je suis carrément l'autoradio de quoi je vais m'attendre. Enfin, tu sais pas à quoi tu vas t'attendre comme musique. J'adore. Le truc découvert d'ailleurs, en plus j'ai chasamé pas mal de trucs, ça donc voilà, j'ai découvert des trucs cool, donc voilà, ce serait mon numéro 2 comme un peu pour contrebalancer aussi d'autres films un peu plus action et tout. Là c'est vraiment un film d'un auteur que j'adore. Oui, parce qu'il n'y a pas que les blockbusters, il n'y a pas que les gros films, il y a plein d'autres films qui existent et puis qui essayent aussi de développer d'autres choses et puis qui ont des bonnes histoires pour autant. C'est moi mon deuxième, justement un film, un autre film du coup qui est
qui est sorti, je dirais pas inaperçu, mais du coup un peu que les gens ont un peu moins retenu parce que tout de suite après il a été bouffé un peu par Avatar, mais il y a le Pinocchio de Del Toro qui est sorti sur Netflix. Donc c'était un projet déjà de longue haleine qui voulait faire Pinocchio, adapter Pinocchio au cinéma. C'était un truc Del Toro, ça fait longtemps, donc ça le tenait à cœur. Donc il a enfin réussi à le faire avec aussi l'aide de Netflix. Donc c'est un film où on suit donc c'est vraiment une adaptation, on va dire, adaptation assez libre quand même du personnage de Pinocchio. En tout cas, si on prend comme référence, et je pense que beaucoup de gens prennent comme référence le Pinocchio de Walt Disney, qui pour ailleurs est aussi des meilleures adaptations de Pinocchio, c'est celle-là, quoi. C'est celle de Disney qui est vraiment un chef-d'œuvre d'animation et puis un chef-d'œuvre de ce que ça véhicule. Et il le dit d'ailleurs, Del Toro l'avait dit, voilà, moi il s'est dit, moi je vais faire mon adaptation à moi, je veux surtout pas toucher au Pinocchio, tu vois, de Disney, qui considère comme, voilà, il place la barre là, donc il a fait son truc à lui, un film entièrement fait en stop motion, donc stop motion, comme il a été fait l'étrange Noël de Monsieur Jack, James et la pêche géante, les noces funèbres, etc. Donc ça faisait très longtemps aussi que j'avais pas vu un film en stop motion. Là on est habitué la plupart du temps à de l'animation 3D, maintenant quand on dit animation souvent c'est un peu ce qui sort des usines à la Pixar, à la Disney en termes d'animation 3D, donc d'autres types d'animation c'était pas courant. Et qu'est-ce que ça a fait du bien, franchement. C'est un film encore une fois qui est totalement dans l'émotion pure. Le personnage de Pinocchio est magistralement développé. Il est vivant comme jamais. Ça a l'air super joli en plus. Et c'est beau. J'ai vu des images, l'animation elle est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Pour faire la comparaison à un autre film qui est sorti au même moment, c'était le Pinocchio de Disney, en adaptation live, qui est sorti un petit peu avant, réalisé par Robert Zemeckis, avec Tom Hanks dedans dans le rôle de Geppetto, qui lui pour le coup suit la trame, exactement la même trame qu'a fait Disney pour son dessin animé, son film d'animation. Et là où j'avais vu celui-là en premier, où je me suis dit allez pourquoi pas Zemeckis, on regarde, c'est quand même Zemeckis quoi, tu vois, qui adapte Pinocchio. Et c'était la déception mais ultime quoi. C'est fade, c'est vide, il se passe rien, les dialogues sont plats, il y a absolument rien dans ce film. Et après quand t'as Del Toro qui vient derrière et puis qui dit non, moi je vais te montrer ce que c'est que ma version de Pinocchio, et tu suis sorti en même temps en plus. Oui, c'est vraiment à quelques semaines d'intervalle. C'est pour le coup, tu vois, tu pouvais vraiment comparer les deux parce que c'était les deux plateformes. Tu pouvais vraiment voir ce que peut faire le mauvais exemple à faire par Disney, et un mec, tu vois, qui a été réellement pris d'amour pour ce personnage et pour son histoire, qui l'adapte en plus dans un univers italien à l'apogée du fascisme, à période d'avant-guerre, d'avant-seconde guerre mondiale. Donc quand je disais que c'est l'adaptation libre, donc tu vois, il y ajoute des éléments qui n'étaient pas présents. Donc lui, il y a ajouté du coup l'Italie fasciste, ou l'Espagne fasciste. Non, l'Italie, je dis des conneries. C'est italien, Pinocchio, allons, reprends-toi. Et du coup, tu as déjà l'origine story un peu de Pinocchio. Il te met des choses comme pourquoi Geppetto il a eu l'idée de faire ce pantin de bois. Donc ça, tout ça est expliqué dans le début du film, une scène d'une émotion, mais d'une émotion pure, même la scène où t'apprends de quel bois il est allé chercher en fait, quel bois il est allé chercher pour faire Pinocchio. C'est magnifique, c'est beau. Le personnage est super intéressant de Pinocchio parce que tu sens qu'il est ingénu, qu'il connaît rien de la vie, tu vois, donc il fait des erreurs et puis et en même temps il déborde d'optimisme, t'as l'impression que tout est possible dans la vie, même s'il est crédule. C'est magnifique, la scène avec Monstro, donc ce gros personnage de Monstro à la fin, juste trop beau, magnifiquement animé, franchement je le recommande. C'est un petit bijou, et avec le côté émotionnel de Del Toro derrière, c'est du pur plaisir, quoi. T'y crois à fond du début à la fin, et t'as la petite larme au début, au milieu et à la fin. Ouais, et puis j'imagine le côté vraiment soigneux et soigné de Del Toro pour la qualité de l'animation, comme je disais. Mais, moi je l'ai pas vu, mais j'ai juste vu la bande-annonce. C'est fouillis de décors. Tu peux faire confiance à Del Toro pour et son amour, même son fétichisme pour les objets et tout. Tu peux te dire que il a l'amour du détail chez lui. Ouais, complètement. Les décors fourmis de détails, c'est assez impressionnant. C'est ça qui est incroyable, et je vais vite finir là-dessus parce que là aussi on pourra en parler des heures, mais là où tu vois que les mecs de chez Disney pour faire le remake
ont usé de toute leur force d'effets spéciaux numériques, tu vois, pour recréer, tu vois, un univers, même s'il y a des acteurs et tout ça, mais il y a quand même beaucoup d'effets spéciaux. Et c'est vide, il y a rien. Franchement, c'est incroyable d'avoir autant de facultés technologiques pour développer du rien, des décors vides, et que l'autre, Del Toro, avec son équipe, faire un film en stop motion qui représente 4 à 6 fois de plus de temps de travail en fait pour la même heure de film, tu vois, et réussi à, tu vois, les mecs ils se sont cassés le cul à vraiment rendre crédible chaque tableau, chaque décor, c'est juste impressionnant. Et rien que pour ça, franchement, faut voir ce film, il faut le défendre parce que c'est du travail, c'est de l'artisanat, Et tu sais, t'as l'amour du cinéma, parce que je sais pas si vous avez vu, là, ceux qui nous écoutent, comment on fait un film en stop motion. Je vous invite à regarder, même de y avoir des making-of des petites featurettes du coup du Pinocchio sur comment on fait un film en stop motion. C'est des mois, c'est des années de boulot. Oui, parce que c'est image par image, donc il faut faire le moindre petit mouvement. Le moindre petit mouvement, on prend image. Moindre mouvement, image. Voilà, et quand tu mets ça avec la somme de détails, de richesse, de décors, de lumière qui a été fait, enfin franchement, rien que pour la prouesse technique, bravo. En plus, il est balèze, puisqu'il a sorti 2 films Del Toro en 2022. Nightmare Alley aussi, c'est 2022. Nightmare Alley, oui, et que j'aurais pu mettre dans le top aussi, hein, parce que franchement, j'ai bien kiffé. Mais celui-là, oui, c'est un film qui a demandé 3 à 5 fois plus de travail, c'est fou, tu vois, pour un film qui est pas si long que ça en plus. Et t'ajoutes à ça une compréhension totale en fait des personnages. Donc il sait développer leur motivation, il sait du coup développer une histoire là-dessus. Donc ouais, franchement, okay. C'est bon. Écoute, il est dans ma liste. Yes. Ah ouais, je le recommande à tout le monde, franchement, si vous voulez vous émerveiller, si vous aimez les contes de Pinocchio et les bonnes adaptations, regardez celui-là, hein. Franchement, c'est génial. Alors, donc là, ce serait pour le numéro 1. Bon, ouais, si on veut faire le podium, alors, voilà, du coup, le petit jeu du podium. Moi, je mettrais Avatar 2. Oui, je pense que là, on peut, moi aussi, hein, je l'ai directement, parce Avatar que dans 2. Le côté film événement de l'année et tout, je pense que c'est le meilleur film de 2022, à mon avis, que j'ai vu, parce que c'est vrai que comme on l'a dit, il y en a plein qu'on n'a pas vu. On les a pas tous vus, c'est vrai, moi non plus, j'en ai pas vu tant que ça, mais si on le met vraiment dans la catégorie des gros films, parce que voilà, on peut faire catégorie, on peut faire les gros films, quand tu regardes un petit peu les gros films qui sont sortis en 2022, on a les sempiternels Marvel, encore une fois, ils en font 13 à la douzaine, encore une fois, qui sont tous plus insipides que les uns que les autres, et pourtant, il y a eu du Sam Raimi dans l'histoire, pour Doctor Strange, mais bon... Quand tu vois ce que fait Zemeckis... Qu'on n'a même pas osé regarder. Qu'on n'a même pas osé regarder, mais quand tu vois des gars comme Zemeckis ou Sam Raimi dans des énièmes machines à production Disney, tu te poses des questions quand même, hein, franchement. Et puis, au-delà de ça, t'as tout ça qui fait beaucoup de bruit, tu vois, pour l'année 2022. Et puis t'as ce mec, James Cameron, qui dans son coin, pendant ces 13 années, t'as pas entendu parler une seule fois d'Avatar, à part pour les derniers mois pour lancer la promo, tu vois, depuis la première bande-annonce jusqu'à la diffusion du film, enfin cette année-là. Je sais pas, moi ça m'a fait l'impression du film qui sortait de nulle part, qu'on attendait mais qui en même temps sortait de nulle part. Moi ça m'a étonné qu'il ait eu autant de succès, parce que je me suis dit quand même, bon, Avatar ça fait longtemps, le premier, et puis effectivement il n'y avait pas une campagne de marketing là-dessus. Ils l'ont vraiment fait sur la fin, sur la... autres, quoi. Enfin... Ils ont même pas plus teasé que ça en fait des choses que n'importe qui d'autre, même tout au long du process des 13 mois, n'importe qui. Bon après si tu vas sur des sites vraiment spécialisés, oui, ils vont chercher les infos. Ouais. Mais non, c'est vrai que... Ça fait grincer des dents. Non, c'est nos chaises, elles sont fatiguées aussi. On s'est pas assis dessus depuis 2 mois, donc c'est clair que. Il y a des toiles d'araignée qu'on a dû nettoyer. Ouais, puis elles sont là. Ah putain, oui, c'est vrai qu'on supporte des culs, au secours. Bah oui, parce qu'on rappelle qu'on est dans une grange quand même. Ah ouais, donc ça grince, ça pue. C'est sûr que les gens ne croyaient pas. À chaque fois, ils pensent qu'on est cynique et tout, mais c'est vraiment. C'est pas. Ouais, c'est à moitié une grange, quoi, en vrai. C'est à moitié. Oui, c'est une grange cocooning, studio, garçonnière, il y a un peu de tout. Mais voilà, je pense que c'est un euphémisme de dire que c'était le gros film de l'année, Avatar. D'ailleurs, on vous invite on a fait un podcast, d'ailleurs, pour reprendre aussi oui, c'est ça, on va pas forcément trop en reparler, parce qu'on l'a fait tout récemment. Mais dans le genre, oui, c'est presque évident, oui et non, parce qu'il aurait pu se planter. Enfin, à mon avis, même si j'avais grandement confiance en James Cameron... tu peux te dire quand même, oui, mais bon, tu vois, ça se trouve, ça aurait fait l'effet bide, tu vois, et puis... je pense que c'est le bouche à oreille, c'est le truc à l'ancienne, là, du bouche à oreille, tu vois, qu'il n'y a plus trop avec les Marvel et tout, parce que... Ou sur les plateformes, les films, même Disney, puisque, en fait, le bouche à oreille est mauvais en général, bon, ou alors il est juste... c'est des fans de Marvel, donc ils sont pas à convaincre,
Mais je veux dire, sinon, si tu demandes aux gens, en général, ils sont rarement, ah ouais, c'était le dernier Marvel, un truc de malade et tout, et du coup, qui te donnerait envie d'aller au cinéma. Moi, j'entends pas vraiment ça. Donc, c'est juste le fait de, voilà, tu parles d'un super-héros, donc t'es curieux de voir le dernier Marvel pour ceux qui aiment, mais c'est pas du tout un effet de bouche à oreille. Non, et puis je pense que l'attente était pas vraiment la même, ou alors tu parles pas de... Tu dis pas va aller voir Avatar, comme tu dis va aller voir Marvel, parce que peut-être que Marvel a déjà, je pense aussi, un grand nombre de fans, a toute une communauté qui vont forcément aller voir les films pour rester dans la boucle historique, parce que maintenant ils ont créé un truc qui fait que t'as presque intérêt en fait à regarder chaque épisode de films, de séries télé, tout ce qui est produit dérivé de Marvel, pour rester dans la boucle et pour arriver à suivre l'histoire des personnages, parce que chose que du coup moi je suis complètement largué, on est complètement largué parce qu'on a lâché depuis longtemps l'affaire des Marvel, ce qui fait que tu prendrais un film comme Doctor Strange qui est sorti en 2022 sur Multiverse of Madness, donc tu le prends maintenant sans avoir vu en fait des séries comme WandaVision, les précédents, tu vois, t'es complètement perdu quoi. Tandis que Avatar c'est peut-être une suite, mais on t'a dit va Avatar parce que tu peux la prendre comme une histoire du début à la fin, même si franchement, même honnêtement, si t'as pas vu le premier Avatar. Oui, parce que moi je m'en souvenais pas beaucoup. Voilà, donc ça se savoure, et puis que dire grand film, parce que non seulement il t'apporte quand même du jamais vu, ou alors des choses qu'on n'a plus trop vues visuellement, il te propose aussi une histoire aussi, et puis une sincérité d'histoire, une sincérité de personnage, une implication dans l'histoire que t'as plus trop non plus, hein, honnêtement, dans les gros films, en tout cas pas en 2022, ni même les années précédentes. Donc ouais, ça en fait le gros film, quoi. Ça en fait franchement le gros coup de cœur, quoi. Ça c'est clair. Après, peut-être typiquement dans un gros film que tout le monde a parlé en 2022, que moi et je crois que Serge, toi non plus tu l'as pas vu, c'est Top Gun Maverick. Ah si, je l'ai vu. Ah, tu l'as vu toi? Oui. Ah donc ok, parce que moi j'allais dire peut-être qu'il aurait pu faire partie de mon top, mais du coup pas du tien alors. Alors pas du tout. Alors il y a la grosse déception de 2022 si je devais en citer qu'une, parce qu'il y a eu plein de merde, hein, ça on est d'accord. Mais là c'était la déception parce que je m'attendais quand même à un petit plus, et puis Top Gun Mavericks, j'ai trouvé que c'était encore un film symptomatique de cette époque. Je trouve qu'une époque de cinéma très fade, très artificielle, uniquement basée sur des slogans, sur des étiquettes qu'on te colle sur les personnages, sur le film. Et j'étais très déçu. Ouais. J'aime beaucoup Tom Cruise, en tout cas, parce que je trouve que c'est un des rares mecs qui dans sa vision défend vraiment le cinéma et le cinéma à spectacle. Il défend en fait l'idée qu'il faut revenir dans les salles de cinéma, donc c'est pour ça qu'il a toujours défendu, un peu comme James Cameron aussi, hein. Un peu comme James Cameron, mais oui, parce que ce mec il croit en spectacle, il sait ce que c'est quand même que le cinéma, hein, parce que il a toujours fait, je trouve, des bons films, ou des grands films, ou des gros films, tu vois. Enfin, donc il a toujours, encore maintenant, il est rarement largué, tu vois, avec ce qu'il fait pour Mission Impossible. Et là, je l'attendais un petit peu avec Top Gun, en me disant que voilà, moi j'ai pas aimé le premier Top Gun, tu vois. Mais je trouvais que à défaut, il y avait quand même un côté chaleur humaine, tu vois, ce que je disais pour Ambulance, tu sais, ce côté, t'as l'impression que t'as vraiment des humains dotés d'émotions qui parlent. Là, dans celui-là, c'est vide. C'est froid, mais c'est con de dire que c'est froid parce que même il te fait. C'est trop bizarre parce que j'ai vraiment entendu pas du tout ça, quoi. Mais tout le monde l'a adoré, ce film, je comprends pas. Tout le monde l'a adoré. Tout le monde a dit putain, ça fait plaisir de redécouvrir. Les gens disaient plutôt, ouais, c'est ça. Ils disaient plutôt, en fait, le premier, enfin, c'est mieux que le premier, quoi, parce que le premier était quand même pas ouf du tout, moi je trouve. Ce qui sauve le 2, et je pense que les gens le considèrent comme un excellent film parce qu'ils ont retenu les scènes de dogfight aérien qui, il faut le dire, fonctionnent. C'est vrai, tu peux pas le nier, mais ça te réveille juste à la fin du film. Moi, ça m'a réveillé à la fin du film. Sinon, tout le reste, il y a des scènes qui sont censées se passer dans un bar, tu vois. Tu sais, les scènes de bar que tu vois même dans le premier, où t'as plein de monde, c'est gorgé de figurants, ça fait la fête. Tu sais, une bonne ambiance de bar. Et là, putain, c'est le bar. T'as Tom Hanks qui arrive parler à je sais plus que l'autre actrice là, et puis c'est d'un vide. Il y a personne, il y a aucun figurant. Oui, alors il y a 3 pélos, tu vois, qui boivent des coups. Ils te vendent ça le prétexte parce qu'il vient le matin tôt, donc il y a personne. Mais c'est que comme ça, c'est que des exemples comme ça de choses très froides, très vite, même au niveau cadrage, le mec il s'est pas foulé une seconde. Il y a une scène où il fait du bateau avec cette nana, là, ils font de la voile, tu vois. Et puis, donc, il y a le truc classique où t'as le bateau du tournage qui vogue à côté du voilier pour faire le plan, voilà, le plan d'ensemble où il suit le bateau, tu vois.
Et il y a juste ce plan-là, et puis quelquefois il fait un petit raccord serré pour histoire d'un petit peu éveiller le spectateur, tu vois, mais ça reste juste 2 vulgaires plans comme ça, alors qu'ils sont... Enfin, il y a des trucs, c'est... Bon, après, des fois, je sais pas si t'as ça, toi, mais un film peut avoir... Moi, des fois, un film peut être bon, ou je peux l'aimer pour une scène, ou pour un élément, des fois. Typiquement, là, moi, c'est vrai que les gens, ce que j'entendais, me les vendaient sur les scènes d'avions de chasse. Et j'ai vu la bande-annonce et je trouvais, ça avait l'air cool, quoi. Ouais, mais elle m'a hypé aussi, la bande-annonce. Du coup, limite, faudrait que je le voie, tu vois. Mais j'ai l'impression que ça pourrait me plaire rien que pour ça, tu vois. Oui, mais alors même ça, c'est très déstabilisant parce qu'en fait, moi aussi, la bande-annonce m'avait super hypé, rien que pour les séquences où ils avaient mis les caméras à l'intérieur des cockpits, et puis ça, pour le coup, c'était un truc à voir en 3D à la limite ou en VR, tu vois, si tu pouvais carrément tourner la tête dans le cockpit, c'est super impressionnant. Il te fait des loopings, des machins, des tonneaux, donc il passe à ras les montagnes, tu vois, dans les... Ouais, ça marche. Mais même ça, en fait, si tu veux, j'ai pas trouvé la satisfaction en me disant, bon bah allez, on va se rattraper sur les scènes d'action, parce que ça arrive très rarement, ça arrive vraiment sur la fin, et même les enjeux sont pas assez bien amenés pour que j'y croie, tu vois. Ils reprennent d'ailleurs ce que je trouvais être un défaut dans le premier, c'est qu'ils sont censés se battre contre un ennemi, on sait pas qui c'est. Un vague, apparemment, ils sont censés bombarder un vague labo terroriste où ils font des bombes nucléaires. C'est censé représenter une menace pour la liberté, tu vois, point de vue américain, bien sûr, mais on sait pas quelle faction, on n'arrive même pas à mettre un nom ou un visage sur ses ennemis, à part qu'on sait que c'est une base qui est très bien protégée avec des avions top génération, tout ça. Et moi, ça me perturbe, en fait, de pas avoir un antagoniste assez fort pour contrebalancer, pour me dire putain, vas-y, on prend les avions, on va le niquer, ce gars, franchement, tu vois, ça me manque aussi, tu vois. Et puis Tom Cruise, il le fait toujours très bien, mais tout le reste des personnages, toutes les interactions, tout fait vide, tout fait plat, et tout est propre, et tout est incroyablement propre. Il y a une scène, mais franchement, j'hallucine à quel point on est dans le safe propre. Il est censé avoir... On a compris que t'aimais pas. Non, mais il est censé avoir fait l'amour... Attends, mais il est censé avoir fait l'amour avec une nana. Il y a une scène, il est censé avoir fait l'amour. Tu les retrouves au pieu, allongés l'un contre l'autre, après avoir baisé, tu vois. Donc le truc... Et ils sont posés, mais alors, nickel, lisses, bien coiffé, limite l'oreiller il est impeccable. Donc toi ça te sort du film parce que tu dis on n'y croit pas, quoi. On n'y croit pas, il y a rien, c'est ça. C'est triste. Moi j'aurais voulu l'aimer, ce film. J'aurais vraiment voulu l'aimer, ce film, hein. C'est vraiment dommage, quoi. Donc ok. Ouais, bon, en tout cas t'as pas réussi, je serais curieux, du coup. J'ai quand même envie de le voir. Eh ben, ce qu'on peut faire, regarde-le, et puis allez, on va. Moi franchement je suis chaud à lancer une grange et puis on en parle. Un rattrapage là-dessus, hein. Ouais, carrément. Mais moi, alors, peut-être pour... comme tu parlais d'une déception, mais je vais faire plus vite. Et je m'emballe, tu vois. Je m'emballe. Ouais, non, mais ça m'énerve, parce que voilà, c'est des films que t'aimerais aimer, quoi. Non, mais moi, j'avais eu Nope, déception. Ah oui, ouais. Franchement, j'aime bien Jordan Peele. J'adorais même... j'aime encore bien, mais Get Out, vraiment, j'avais beaucoup aimé. Et puis Us, par contre, j'avais pas vu. Et là, du coup, Nope, il y avait des trucs que j'aimais bien quand même, hein. C'était pas non plus... j'ai pas passé un mauvais moment. Mais voilà, malheureusement, je trouvais que c'était un peu... Ce qui était frustrant, c'était ce qu'on en ressort du film, en finalité, dans ce qu'il voulait nous amener, à part des scènes prises à part qui marchaient très bien en termes visuels et puis en termes de spectacle. Ouais, parce que tout le monde cite... Tu parles de la scène de... Ah non, t'avais vu ou pas ? Oui, tu l'avais vu. On a fait un podcast. Ah oui, mais je me rappelais plus si tu l'avais vu. Mais oui, la scène du singe que tout le monde parle, par exemple. La scène du singe, bien. La scène où ils se font happer, là, tous, par cette chose. C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Il y a des choses... Bon, je pense qu'on a été un peu... Une scène dans la ferme, un peu flippante, où on sait pas trop qu'est-ce que c'est, un peu à la Shyamalan. Non, mais voilà, donc ça fait quand même que c'est pas non plus une cata pour moi, mais il y a ce truc un peu qui pourrait en tout cas paraître même prétentieux alors là pour le coup il y a peut-être vraiment un trop plein de choses et une tu sais, genre à un moment donné il faut décider un peu de ce que tu mets dans ton film et de quel film tu veux faire, et on dirait qu'il y a un peu un manque de décision et de se dire ouais bon, en même temps c'est quand même intéressant, ça peut être quand même un peu méta, ça peut être
c'est bien si c'est décousu. Tu sais, il y a un peu le truc d'autosatisfait alors que c'est pas construit. Le côté, tiens, je vais les intriguer, mais ça va bien 5 minutes de les intriguer. Après, faut quand même faire avancer l'histoire. Et puis, surtout que tu compares avec Get Out, c'était un film hyper efficace en fait. Oui. Donc il y avait ce truc nouveau, un peu. Moi je trouvais qu'il y avait une nouveauté dans Get Out. Thématiquement c'était aussi assez cool. Et puis t'avais ce côté, un film d'horreur efficace quoi. Un peu bizarre, mais en même temps classique, j'allais presque dire. Donc qui se regarde facilement et qui est excellent quoi. Ouais, moi j'ai l'impression d'assister à ce genre de film, ça fait un peu l'effet, tu te dis, tu vas te taper sur le fond un bon film de genre, tu vois, bien marqué, Nope, tu vois. Ouais, Nope, ouais. Et en fait, dans la forme, t'as l'impression de regarder tout ça à travers le prisme d'un vernissage d'art contemporain très, très précieux. Je sais pas, visuellement, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ça m'a fait cet effet-là, ça tu peut vois. Être pris comme prétentieux. Ouais, complètement, alors que... je dis pas qu'il faut aller dans le bas de plafond, dans vraiment mais je sais pas, j'ai l'impression d'être à un vernissage et tout doit être assez classe, tu vois. Je sais pas, c'est bizarre quoi. Sur beaucoup de films, ça me fait cet effet-là, surtout les films de genre, tu vois. Je pense qu'il s'est, je sais Top pas, Gun, mais d'ailleurs aussi, un quoi. petit peu quand même, j'imagine, ce qui serait normal, hein, mais pris au sérieux Jordan Peele, parce que c'est vrai qu'à la base il vient de l'humour en plus. Mais dans Get Out, c'était pas drôle, hein, mais il y avait ce côté un peu, En tout cas, tu pouvais pas du tout dire que Get Out était prétentieux ou, tu vois, tu pouvais pas faire les mêmes critiques. Il a vraiment joué le côté déstabilisant, flippant, mais dans un. Le genre, je trouve qu'il l'a tenu du début à la fin. Là, j'arrive même pas au niveau genre à essayer de déterminer ce que Nope voulait. Non, des fois, c'est vrai qu'on a de la peine à saisir le message, quoi. Qu'est-ce que veut dire le film finalement, tu vois? Oui, j'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs images. Ah tiens, putain, il y a un truc qui m'avait fait peur à ce moment-là. Tiens, je vais essayer de le faire. Tu sais, il a peut-être eu des souvenirs, des images qu'il aurait envie de bien mettre dans son film. Tu vois, ah putain, puis ça. Puis après, du coup, tout cet effet que ça parte un peu dans tous les sens. Un truc un peu cryptique aussi. Hein. Alors, très cryptique, mais du coup, peut-être trop cryptique, tu vois, parce que. Ouais, moi je pense que ça se perd un peu. Ouais, le concept est efficace, les images sont efficaces, mais il manque le liant, en fait, pour. C'est ça. Pour que ça fasse une histoire agréable à suivre, en fait. C'était un peu déstabilisant, ouais. Et sinon, mais là encore plus vite, Northman. Ouais. Là, j'ai moins aimé encore que Nope. Ouais, c'est non pas encore une ouais. fois, je peux pas dire que c'est. Enfin, je dirais pas toi que c'est nul, quoi, parce que. Mais parce qu'en plus, j'aime bien à la base les réalisateurs. Là, c'est Robert Eggers. Robert Eggers, ouais. Que j'aimais bien pour The Witch, mais ou même Lighthouse, éventuellement. Qui est très bizarre, mais enfin bref, si on parle pas de Lighthouse. Et du coup, mais là, ouais, grosse déception, parce que je trouvais que pour là, il y avait un peu ce truc de. Grosse déception aussi, ouais. Ok, je sais pas. On ressort toujours cet argument, ce vieil argument de film un peu publicitaire et tout, mais là, il y avait de ça, quoi. Mais là, c'est la pub en Islande pour la nouvelle Audi, tu vois, qui. Bah ouais, moi je trouve. Où le parfum du rhum réveillé le viking qui est en vous, quoi. Enfin, c'est ouais, limite, exactement. T'as une image un peu lissée et propre, et en même temps, enfin, ouais, c'est paradoxal, puisque c'est quand même. Enfin, oui, c'est assez brutal. Et puis ça se veut brutal, mais voilà, on va pas. Là aussi, on a fait un épisode, donc on va pas. J'ai l'impression de redire les mêmes trucs. C'est vraiment déstabilisant. Ça rejoint les énièmes films que je trouve qu'il y a un consensus d'esthétisme dans les films comme ça. T'as l'impression qu'ils prennent des trucs de genre avec des univers très marqués, mais vus à travers le prisme d'une bande de marketeux, tu vois, publicitaires qui voient juste ça. Je sais même pas si c'est des producteurs ou des marketeurs, comme tu dis. C'est lui. Je pense que tu te rends peut-être pas compte aussi quand tu fais le film. Tu vois, il y a un peu le truc de. C'est pas forcément tout le temps du cynisme. Moi là, en tout cas, je le voyais pas comme ça dans celui-là. Je le voyais plus comme un truc de. À mon avis, l'intention, elle est excellente. Oui, parce qu'en plus, mais ça partait bien. Je trouve qu'il y a des éléments, ça partait bien au début du film. Ouais, au début, en plus, ça marche bien. Aussi. Avec William Dafoe, là, un espèce de son tour de magie noire. Ah putain, ce trip, la père et fils, là, qui se trip. Ah putain, ouais. Mais il y avait, c'est ça que j'ai adoré. Il y avait beaucoup d'éléments mystiques. Ouais, exact. Que ça je pensais comme Conan en plus. Oui, c'est ça. Et puis après, plus ça va, plus c'est assez triste, assez froid. C'est ça. Les films sont tristes. Il y a ce côté, mais triste dans le sens. Putain, attends, le mec, il a un sujet en or, putain, il a un truc de viking, la vengeance, tu vois.
Et il grandit, le parcours initiatique, la vengeance, en plus l'aspect un peu mythologique derrière, tu vois, qui peut appuyer vraiment le truc. En plus, moi, je venais de finir God of War, en plus, sur le jeu God of War, qui pour le coup, tu vois, dans l'univers mythologique nordique, des scènes de fou, mais des scènes de fou dans ce jeu, au niveau mise en scène, au niveau spectacle, tu vois. Moi, j'étais là, mais putain, pourquoi on n'a pas ça au cinéma ? Et après, tu vois Northman, j'avais vu Northman quelques jours après, et ah ouais. J'aurais aimé qu'il y ait plus de God of War visuellement dans Northman pour vraiment que ça parte, tu vois, même sur ce combat final. Ouais, puis encore, il n'y a pas que le visuel, parce que encore ça va encore, mais c'est en fait, de nouveau, pour faire vite, tu t'en fous du personnage, quoi. Au final, complètement. Il t'intéresse pas, il est pas incarné, l'acteur, moi je le trouve pas terrible. Donc t'as un peu le truc de réal alors on va faire, enfin t'as les beaux plans parce que quand même mine de rien il y a certains beaux plans, il y a mais encore une fois qui manque un peu de générosité, quoi. Alors c'est vrai que c'est austère, et quand c'est austère, voilà, soit c'est prétentieux, enfin il y a ce truc un peu de je retiens mes coups, tu sais, et du coup t'as un peu l'impression de pas voir le film que tu voulais voir en complet. Exactement, complètement. C'est vraiment le effet que ça... Mais voilà, ça c'était un peu pour mes déceptions. Après, je sais pas si tu... Moi, je sais qu'il y a... peut-être... Toi, t'avais une autre déception ou bien... Là sur 2022, non, là c'est vrai que j'ai pas retenu grand chose. En tout cas, il y a aussi les films que tu prends comme ça qui peuvent être des bonnes surprises, mais il y a aussi de ce que j'attendais peut-être à chaque fois. Tu sais, on attend toujours peut-être aussi le film, tu vois, qui correspond non seulement peut-être le genre qu'on affectionne, à l'univers qu'il pourrait dépeindre, là où ça pourrait amener. Donc ce genre de film, tu l'attends toujours. Bon, bref, s'il a été là avec Avatar, ça fait déjà plaisir, quoi. Mais sinon, non. Mais c'est peut-être pour revenir à un truc plus global et pour conclure un petit peu sur peut-être ce que j'ai pensé, ce qu'on a pensé du coup de 2022. J'ai l'impression que je vais être peut-être pessimiste. Et du coup, ça va être assez intéressant de voir peut-être ce qu'il va y avoir en 2023 en termes de cinéma, de surprises, parce que j'ai l'impression qu'il y a, pour beaucoup, c'est des films. Pour les gros films en tout cas, t'as l'impression qu'ils veulent les vendre à tout prix, assez facile, assez racoleur, pour toucher un maximum de gens sur des étiquettes, sur des clichés assez faciles. Enfin, tu vois, t'as l'impression que c'est la bande de marketeurs qui sélectionne tous les tags sur les réseaux sociaux et puis ils mélangent le tout et puis ils en font un film. Et puis il y a ce côté assez, t'as plus en tout cas ce côté. Moi, je trouve, voilà, si on veut résumer, la chaleur humaine. Je reviens à ce côté du côté humain, du côté émotion, que je trouve qu'il y a de moins en moins dans les films. J'ai l'impression vraiment de voir désincarnés, et puis de voir des robots ou des IA se parler parmi. C'est assez déstabilisant. Même au niveau visuel, t'as l'impression que c'est une IA qui va aller faire les plans de manière très enchaîner les plans de manière très mécanique, de manière très mathématique. Franchement, c'est assez triste. Ouais, en plus, moi, j'ai vu Avatar en 2023, là, donc, si tu veux, pour moi, c'est même pas un film. Enfin, tu vois, dans mon inconscient, c'est pas un film de 2022, donc c'est vrai que t'avais ce truc de. Oui, globalement, je peux pas dire que c'est une année révolutionnaire ou quoi, qui m'a particulièrement marqué comme certaines. Des fois, t'as besoin d'un grand film, hein, je veux dire, je pense que Mad Max, Fury Road, on parle 1 milliard de fois. Ouais. Mais pour dire, voilà, un film comme ça dans une année, moi je me dis, l'année cinéma elle est bonne. Il suffit d'un film parfois. Oui, parce que ça te rassure aussi que, en fait, du vrai pur cinéma puis qui t'emballe, c'est quand c'est encore possible. Quand les gens, enfin, tu vois, je pense pas que c'est une question de coût, de moyens, de machin. C'est juste quand tu y crois, et puis quand tu y crois sincèrement, en fait, et puis quand tu fais un film avec une sincérité, au premier degré, puis assez noble, je pense que tout est possible, quoi. Bon, après, faut dire, c'est clair que, comme tu disais, et puis entre le cynisme et la crise quand même que traverse le cinéma. Oui. Principalement, j'ai l'impression, à cause des films Marvel, Disney et des plateformes, un peu truc un peu global, on va dire, si on un espèce de trouble et de cartes qui comment dire, les règles qui changent, etc. Donc qui crée cette crise là. Moi, je me réjouis quand ce sera fini de ce truc de super-héros, quoi. Ça sera peut-être des bonnes années. Alors il y a super-héros, mais en fait c'est plus compliqué que ça. Moi je pense vraiment que ça montre vraiment
que là on fait peut-être la psychologie ou la philosophie de comptoir, mais que le cinéma qu'on voit, que ce que tu vois à l'écran, en fait, ça reflète vraiment les pensées, et puis comment on raisonne, comment ça, je parle de l'humanité, de la société de manière générale, dans quel mood elle est, quoi. Il y a un truc, on est complètement détaché de... T'as l'impression qu'on renie une part d'humanité ou d'humanité primordiale de ce qu'on est vraiment, au profit en fait d'élan très ultra politisé tout de suite. T'as l'impression que tous les films que tu regardes, il faut que ça soit... quand je dis c'est pas des films, je dis pas que c'est des films politiques. T'as les films politiques, mais t'as des films qui sont politisés. Même les Marvel, même où tu affiches que ces boîtes-là, que ces distributeurs-là, que ces fabricants de films vont aller reprendre tous les slogans, tous les trucs que tu peux trouver sur la toile, tout ce qui fait débat sur les réseaux sociaux, et vont les utiliser, les récupérer et en faire des trucs super racoleurs, et ça s'arrête qu'à ça en fait. L'histoire est oubliée, la passion de l'histoire, la passion du cinéma, elle est oubliée juste parce qu'en fait c'est des vitrines à pamphlets politico-sociétal, et ça s'arrête là. Je trouve qu'on va vraiment vers ça. Et puis là, bon, j'ai pas l'impression que Marvel ce soit vraiment, enfin, tu vois, le problème politisé dans les Marvel, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment ça, à mon avis, Bah, il racole en reprenant. C'est plutôt, alors je te suivrai plus sur le cynisme ou le manque de sincérité, le manque d'amour du cinéma, ça c'est évident, mais bon. Après, ça existait même à l'époque. Il cherche la connivence dans le foutage de gueule commun, quoi. Il faut à tout prix qu'on se détache. Après, il y a le goût du public aussi. Hein. Nous, on essaie de défendre une certaine ligne ici, mais du cinéma qu'on aime un peu en commun. Mais après, on représente pas non plus tout le monde, et loin de là. Hein. Non, complètement. Il y en a chacun. Plein. Si tous ces films marchent aussi. Oui, c'est que les gens sont derrière, mais après... On a ce qu'on mérite aussi. Hein. On a ce qu'on mérite, mais après, je pense que les films marchent parce que les gens, maintenant, sont habitués à consommer, et puis du coup, ils regardent sans forcément... Il y a ça qui est très grave, c'est que maintenant, on est submergé de films en tout genre, on est submergé de films, même de contenus, on peut même carrément les appeler des contenus, parce que c'est... c'est vendu comme ça. C'est vendu comme ça, c'est vendu que... on te vend tel film, tu l'oublies aussi vite, parce qu'on t'a déjà vendu, en fait, le prochain, que ça soit les Marvel, que ça soit les trucs sur Netflix... Oui, et puis comme c'est sur une plateforme que tu payes déjà, de toute façon, t'as encore plus ce truc que t'as pas besoin d'aimer le film, tu sais. Voilà, puisqu'en fait, si t'es curieux et que t'as envie de le voir... donc ça compte comme un spectateur. Après, en plus, ils gardent leur chiffre secret, les plateformes. Donc t'as pas vraiment t'as pas de chiffre sur combien il y a de spectateurs, mais ils s'en foutent. Enfin, ils s'en foutent du bouche à oreille, j'allais dire, et en tout cas du résultat, si on aime ou pas, parce que l'important c'est qu'on le voie. Oui, puis l'impact culturel comme héritage de la suite, en fait. C'est ça. Même si tu veux le critiquer, même si, c'est pas nouveau, hein, mais je veux dire, tant qu'on parle finalement du film, ça fait toujours de la pub. Et moi, c'est pour ça que à ma moindre mesure, on va dire, à moindre mesure, moi, toi aussi, mais toi, t'es peut-être plus aventureux. Moi, il y a de moins en moins de films où, les Marvel, je vais pas les regarder. Il y a plein de trucs Disney, de séries Star Wars. Toi, t'as encore, et c'est cool, hein. Mais c'est juste que moi, j'ai même pas du tout d'espoir ou de l'envie de regarder, tu vois. Parce que j'ai pas non plus, mine de rien, ça m'intéresse pas. Et en plus, je me dis, en fait, le seul but de ça, c'est que tu le voies. Donc en fait, ils ont quand même gagné, entre guillemets, ils ont réussi à te le faire voir. Moi, je crois encore à ça. Ouais, j'y crois encore un petit peu. Mais de moins en moins. En tout cas, Disney, moi, je crois que j'ai lâché l'affaire, ça c'est sûr. Quand j'ai vu le premier épisode de Willow, c'est bon, j'ai compris que j'avais plus rien à attendre d'une boîte comme ça. Mais non, moi, après, je pense pas qu'on... parce qu'il y en a beaucoup aussi, moi je sais pas, dans mon entourage qui me disent ouais mais toi tu vois c'est difficile de satisfaire parce que tu vois tu t'y connais en cinéma, genre je m'y connais au cinéma, donc genre on fait des critiques ciné. T'es ronchon. Ouais, t'es ronchon parce qu'il te faut des trucs très compliqués et tout. Non mais putain, moi je me suis éclaté devant Ambulance, qui est un film con à part ça, hein. Franchement n'importe quel critique et analyste ciné dirait c'est un film con, mais putain mais qu'est-ce qui m'a foutu la pêche, tu vois, parce qu'il est au premier degré. Et je trouve que ce monde, en tout cas dans le cinéma, même dans les arts de manière générale, et je fais un gros truc général, on est à un point où on est sur un dédain et un éloignement du premier degré et du sens premier des choses, quoi. On se détache, quoi. Et je trouve que c'est un peu triste parce que on est détaché en fait de choses primordiales sous prétexte que non mais attends, nous on est plus évolué que ça.
Alors que non, enfin, je pense que la différence aussi, c'est qu'à l'époque, t'avais un peu plus, enfin à l'époque, enfin même moi, par exemple, qui aime bien les films classiques, 60, 70, voire même 80, tu t'avais un peu, mais plus de les 60, 70. Déjà, t'avais ce truc un peu où t'allais au cinéma pour aussi, je sais pas si c'était avoir des réponses, mais tu vois, avoir une sorte de vision du monde. T'avais un peu de l'info, t'avais un peu des choses à réfléchir aussi. Ça pouvait être même si c'était pas forcément le but, hein, mais ça parlait d'un sujet et ça allait te faire réfléchir sur le sujet, ou même sur les rapports entre les gens. Tu vois, il y avait un côté vraiment qui parlait aux gens. Mais parce que même ceux qui les faisaient, ils y croyaient en ce qu'ils faisaient. Alors, en fait. Tout à fait. Et puis ils le défendaient. Et puis je pense qu'il y a un truc comme ça. Je dis que c'est un truc comme ça qu'on a perdu aussi, même dans la façon de faire les films. Pour moi, il y a soit tu fais un film un peu comme ça. Pour faire un bon film, je dirais, c'est prétentieux de dire ça, mais pour faire un bon film, soit tu fais un film un peu comme ça où tu veux parler d'un sujet et tu as envie de faire réfléchir ou de faire juste de parler de ce sujet-là qui te tient à cœur, ou soit tu fais un truc à l'ambulance ou à des trucs fun et qui marchent trop bien en termes d'action et de cinéma et de mise en scène, et là le contenu, moi, m'importe moins, parce que si j'ai de la mise en scène, je suis content, tu vois. Mais au final, t'as l'impression que les gens, ils ont peut-être plus la façon de raisonner qu'il faut qu'on leur en donne pour leur argent plus qu'autre chose. Donc il faut qu'ils aient, en fait, en termes d'acteurs et de personnages, ceux qui voient du moment, tu vois, regarde, on l'a mis, vous allez le retrouver là. Plus les choses qu'on vous a promis dans les réseaux sociaux et tout ça, on va vous les mettre là-dedans. Donc tu vois, il faut que vous en ayez pour votre argent. Donc en fait, finalement, on les enferme dans de la répétition, en fait, dans toujours la même chose. Donc c'est clair qu'on va pas aller vers des nouveautés. Même les films qui se voudraient un peu explorer d'autres univers, ils se plantent, ils sont pas défendus. Hein. Ça, je pourrais en citer 1000, tu vois. Mais voilà, donc... Ouais. Après... Peut-être pour finir sur une note un peu plus positive que cette dépression-là Non, mais je rigole. C'est Furiosa en 2023 qui va faire mentir, quoi. Alors oui. Ou un film que j'ai pas vu, mais que j'ai entendu parler vraiment que j'entends de plus en plus parler. C'est un film indien qui s'appelle 3R. Ah oui. Ça, on pourrait alors du coup l'inscrire à la Grange rattrapage aussi. Je pense qu'on pourrait faire une petite critique là-dessus. Parce qu'il y a un truc, dans la nouveauté, un peu, pour nous en tout cas occidentaux, ou ceux qui n'ont pas l'habitude de... Moi, j'avoue, je regarde très rare, j'ai pratiquement vu aucun film, que ce soit Bollywood ou indien. Et là, du coup, c'est un énorme blockbuster qui cartonne même au-delà de l'Inde. Et puis visuellement, qui a l'air assez ouf, vu des images qu'on avait ouf vues. Alors, je sais pas trop... je vais pas trop m'avancer, puis on en fera un épisode certainement, donc voilà. Mais juste en 2 mots, pour essayer peut-être de donner envie de le regarder, c'est que c'est censé raconter, mais un peu de manière pas réaliste, c'est un peu fantasmé aussi, mais l'histoire de, je sais pas, c'est soit un guerrier, mais l'histoire de l'Inde, quoi, en gros. Un truc historique et tout, mais à la... moi je dirais à la Bollywood, même si je crois que c'est pas Bollywood, c'est justement un autre studio. Mais en fait, le truc un peu intéressant, la proposition, c'est que quand on en a marre de ces trucs de hyper formatés, toujours sans grand intérêt, de blockbusters américains, tournons-nous ailleurs. Vers d'autres propositions, et de voir des vraies scènes de cinéma, qui paraît que mes voix vues et revues sans intérêt, moi j'ai vu des extraits, c'est vrai que alors, mais encore une fois, il y a le truc un peu, moi, j'ai l'image du nanar, pour nous qui avons pas l'habitude, les films indiens et tout, souvent on n'en parle pas trop, tu vois, c'est un peu, c'est très public de niche et tout. Et donc si ça se trouve, je vais même pas aimer, mais pour dire qu'il y a un peu il y a une autre proposition, et puis il y aurait un autre style de blockbuster basé sur les blockbusters américains, mais fait d'une autre manière, quand même avec complètement une autre structure même d'ailleurs, qui s'éloigne finalement du truc américain, ce qu'on est habitué de voir, et puis et ça c'est ce qui va amorcer, pourquoi pas, c'est ce que va aider aussi les plateformes de VOD qui en ce moment démocratisent complètement le cinéma de d'autres pays, quoi. On sait que maintenant grâce à Netflix ou autre, il y a une quantité, il est sur Netflix, il y a une quantité de films, des films qui viennent d'Asie, qui viennent de tous les pays, des choses qu'on avait moins l'habitude de voir,
sont beaucoup plus proposés facilement en fait à monsieur et madame tout le monde en fait. Oui, du ça coup, donc plus facilement. C'est ça. Alors qu'il y a peut-être il y a des années, t'avais l'impression de voir ça que dans les festivals, que dans les milieux autorisés, tu vois. T'avais l'impression que c'était un truc très fermé de niche. Donc à voir, et puis à voir du coup si justement il y aura des petites pépites comme ça pour 2023. En tout cas personnellement pour me donner un peu plus d'espoir du coup sur ce qu'il peut y avoir que 2022 quoi. Pose cette lame de rasoir, Serge. Hein, j'étais en train de tenir 2022 tu vois ou 2023 comme ça avec la lame de rasoir. J'ai dit attends t'arrêtes bien. Ah mais après voilà, mais pour finir un peu sur une note voilà. Donc positive ouais. Donc c'était voilà un petit peu ce qu'on avait repensé, ce qu'on a pensé un petit peu de 2022 à chaud comme ça. N'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires sur les réseaux sociaux, sur notre page ou sur YouTube dans les commentaires aussi vous quel a été votre top flop en fait de cette année 2022. Est-ce que pour vous c'était une belle année, une grande année, ou alors non, le cinéma est en train de s'effondrer, ou alors au contraire ça vous donne de l'espoir peut-être pour 2023 et la suite. Donc n'hésitez pas à en faire parler, à nous en faire part, et puis voilà, et puis du coup nous on vous dit rendez-vous à un prochain épisode de La Grange sur un nouveau film. Ça tombe bien, on commence l'année 2023, donc il y aura plein de films à aborder, et puis j'espère qu'on va découvrir de grands films. À fond, écoute, amen. Amen, voilà. Amen Kupora, amen, enfin, merci. C'est quoi cette fin Il a fini très bien sobrement, amen. Non mais t'as raison, on va finir sur amen. Amen à toi Manu. Et amen à vous tous. Ça fait 1 heure. Hein. Ouais, ça fait 1 heure un peu plus. On est un peu fatigué, là. Quand on est à 1 heure à parler 2022, voilà où on en est réduit, comment on finit. Voilà, Manu, à la prochaine alors du coup, c'était cool. Yes, à fond. Ciao. Ciao à tous.